Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélie, chef de produit sur l'Amérique latine chez Worldlia. Aujourd'hui on va, parler un petit peu de l'Argentine, comme disait Christelle, qui est un pays, captivant, plein de mystères, connu et méconnu à la fois. Donc j'espère que ça vous donnera envie, déjà de le découvrir par vous-même, si vous ne le connaissez pas et potentiellement d'y envoyer, vos clients, parce que c'est une destination, assez incroyable. Donc comme à chaque fois, au petit sommaire, une petite présentation générale de la destination, les incontournables du pays, et j'ai pas changé, mais c'est l'Argentine chez Worldlia. Donc c'est un très grand pays, donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus dans le détail possible, mais aussi, assez rapide pour pas, prendre trop de temps, mais c'est parti. Donc l'Argentine, c'est un pays, comme on vous le disait en introduction, qui est assez, envoûtant, qui est assez captivant. C'est un pays magnifique avec vraiment une diversité de paysages, assez incroyable. Donc c'est un pays qui est déjà, traversé par la cordillère des Andes, donc vous avez tout un côté aussi très andin, donc le nord qui va être beaucoup plus altiplano, une couleur chaude, couleur ocre, rouge, des canyons, des quebradas, des chaînes montagneuses, heu, donc un paysage qui est beaucoup plus, semblable à celui, du nord, chilien ou, bolivien, en termes de paysage. Vous avez bien évidemment la région de la Pampa qui va s'étendre plutôt, vers, Buenos Aires, la capitale. C'est un terme qu'on a qu'on a beaucoup entendu. Vous avez toute une région, viticole également en Argentine et bien évidemment la Patagonie qui est, cette terre mystérieuse dont on entend beaucoup parler et qui est vraiment sublime avec des sommets enneigés, des glaciers et cetera. Donc vraiment une destination, à part entière, qui ravira tout le monde avec, notamment aussi les chutes d'Iguassou qui sont frontalières avec le Brésil. Donc c'est vraiment une destination aventure, une destination paysage, mais une destination culturelle aussi. La rencontre avec, les Argentins, la culture gaucho, la gastronomie qui est très connue en Argentine et qui est très bonne, surtout pour les amateurs de viande. Donc vraiment une très belle destination à découvrir. Donc je vous ai mis ici 3 cartes pour vous donner un petit peu une notion, une idée de la grandeur du pays. Donc c'est, le 8e pays en termes de, superficie au monde et la taille du pays de l'Argentine, c'est environ 5 fois la France. Sur la carte du milieu, vous pouvez voir notamment, c'est peut-être un peu petit, mais les distances en avion pour rejoindre, les principales, villes, des principales régions touristiques depuis la capitale qui est Buenos Aires. Donc vous voyez qu'il y a environ 2 heures, 1 heure et demie de vol, 3 heures 40 de vol pour chaque, région. Hem, donc c'est pour vous expliquer que c'est un peu compliqué de vouloir tout découvrir en 10 jours en Argentine. C'est, un grand pays, heu et qui dit grand pays va dire aussi diversité, au niveau du climat. Donc il faut s'adapter à ça. La capitale, c'est bien évidemment donc Buenos Aires, porte d'entrée, hein, de la destination, et puis vous avez les principales villes, pour découvrir les régions, donc El Calafate et Ushuaia pour ce qui va être Patagonie Sud, Bariloche pour la Patagonie des lacs, la région des lacs, hem excusez-moi. Vous avez également, Trelew pour ce qui va être la péninsule de Valdez, donc la Patagonie plutôt côtière, Mendoza pour la région viticole et Salta, pour la région andine, Iguaçu bien évidemment pour aller, sur, la découverte des chutes. Donc les points forts de la destination, bah, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est, en premier lieu, les paysages, époustouflants du pays. Une diversité de paysages, donc vraiment des chutes, donc du vert, de la jungle tropicale, des paysages plus arides, plutôt rouges, plus ocres dans la vallée andine, l'altiplano, la pampa et puis, les glaciers imposants de la Patagonie. Donc c'est vraiment, un pays qui offre une diversité de paysages qui est,
à couper le souffle. Ensuite, vous avez Buenos Aires qui est la capitale, du pays, qui est surnommée la petite Paris de l'Amérique du Sud. C'est sûrement une des villes les plus européennes, en Amérique latine. Une ville qui est très cosmopolite, qui bouge beaucoup avec des quartiers, on en parlera un petit peu après, bien marqués avec des ambiances et des atmosphères qui sont différents, les uns des autres. Une ville qui est vraiment agréable de découvrir et notamment par la culture du tango qui est très présente dans le pays. Vous pouvez voir assister notamment à un spectacle de tango sur Buenos Aires, mais dans d'autres villes également, ou pourquoi pas même vous essayer lors d'une soirée, dans une milonga fouler la piste en faisant quelques pas de tango. Un autre point fort de la destination, c'est bien évidemment la cuisine argentine, qui est mondialement connue, notamment pour son asado, donc le barbecue argentin. Donc la viande argentine est très connue, que ce soit en Amérique latine, de manière générale, mais même dans le monde, mais aussi les empanadas pour ceux qui connaissent et le vin. C'est une des régions, les plus célèbres pour ses vignobles, notamment, vous allez avoir beaucoup de, plus grands producteurs, de vin, dans la région de Salta pour les vins d'altitude, donc ça, c'est assez intéressant et puis la région de Mendoza qui est principalement connue pour la découverte des vignobles, pittoresques de la région. C'est une terre d'aventure, donc il y a aussi, qui dit, diversité de paysages, dit aventure, donc il y a beaucoup d'opportunités pour faire de la randonnée notamment, du trekking, mais aussi du ski en fonction de la saison, de l'escalade, du rafting, du cheval, de l'équitation, des balades à cheval également. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et enfin, il y a une faune sauvage, qui est assez incroyable aussi à découvrir, notamment les pumas, en terre patagonienne, les condors, les pingouins, les baleines, toute la faune un peu marine dans la péninsule de Valdés et les guanacos, les lamas, plutôt ça dans le nord du pays. Pour qui, pour quand? Alors l'Argentine, j'ai envie de dire, c'est un peu une destination pour tout le monde. Ça va dépendre un petit peu, des intérêts, de chacun. Pour les couples, c'est une destination, on n'y pense pas forcément, mais voyage de noces qui est assez sympa pour des personnes qui n'ont pas forcément envie, d'aller sur la plage pendant 10 jours, mais qui veulent faire un petit road trip en amoureux. Ça se fait très bien. Pour les familles, les amoureux de la nature, bien évidemment, de la faune, de la flore, des grands espaces. Pour les aventuriers, c'est une destination qui est aussi agréable pour les amateurs de liberté, de road trip, parce que ça se fait très bien en Argentine. C'est une destination d'Amérique latine où vous pouvez louer un véhicule dans pas mal de régions. Les routes sont bonnes et on peut se déplacer. Alors on peut pas faire tout le pays en voiture de bout en bout parce que c'est trop loin. Enfin on pourrait, mais il faudrait rester plusieurs mois. Mais vous pouvez très bien louer une location de véhicule dans la région del Calafate en Patagonie, une location de véhicule à Bariloche, une location de véhicule dans le nord-ouest argentin. Ça, c'est très, très connu. On va en parler un petit peu après. Attention quand même pour le NOA, donc le nord-ouest argentin, on va être dans une destination en altitude, donc c'est déconseillé quand même pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, ou du moins il faut quand même aller consulter, un médecin avant pour être sûr que ça ne pose pas de problème. C'est un pays qu'on peut découvrir toute l'année. Par contre, il faut quand même l'organiser en fonction des régions qu'on va visiter. Il y a, 2 vraies, régions où c'est un petit peu, où la temporalité est très importante. La Patagonie, bien évidemment, qui se visite d'octobre à mi-avril, pour, justement il ne fait pas encore trop froid. C'est l'été, en Argentine, donc du coup on peut profiter, des glaciers, on peut profiter pour faire de la randonnée, on peut profiter pour découvrir la région. Après ça, il va commencer à faire de plus en plus froid, de la neige et cetera. Beaucoup de lodges vont fermer, beaucoup d'établissements vont fermer parce qu'ils ne pourront pas être, hem, accessibles. Donc vraiment la période Patagonie, c'est, octobre à mi-avril grand maximum. Après la Patagonie des lacs, tout ce qui est région de Bariloche, on peut y aller, pendant l'hiver, plutôt pour la saison de ski. Mais la Patagonie sud, c'est vraiment d'octobre à mi-avril. Le nord-ouest argentin, on peut y aller toute l'année, mais on a quand même une saison marquée, de pluie. Donc la meilleure saison, c'est vraiment de mi-mars à mi-octobre. Donc l'inverse en fait de la Patagonie. Donc l'idéal pour des gens qui veulent visiter le nord et le sud, c'est d'y aller, en octobre-novembre ou alors en mars-avril.
heu, pour, voilà, bénéficier, du meilleur climat, dans chacune des régions. Et Buenos Aires, vous pouvez y aller un peu tout le temps. Bien évidemment, on vous conseille quand même de privilégier le printemps pour avoir des températures un peu plus douces, septembre à décembre ou mars-avril, voilà, pour avoir des températures qui sont ni trop chaudes ni trop pluvieuses et éviter aussi les grandes périodes de vacances scolaires. Formalités, rapidement, passeport valable 6 mois après la date du retour. Il y a pas de visa, exigé, aucune vaccination obligatoire non plus. En décalage horaire, on va être sur -5 heures par rapport à la France. Nous avons des vols directs de Paris à Buenos Aires, 14 heures de vol. Les compagnies aériennes, bah, c'est Air France, LATAM, Iberia pour des connexions notamment avec Madrid. LATAM, vous avez des connexions avec São Paulo, ou des vols directs sur Buenos Aires. Et les vols domestiques, ce sera la compagnie Aerolíneas, aux 3/4 du temps, qui est la compagnie locale, et LATAM. La monnaie, c'est le peso argentin, une monnaie qui est très fluctuante, voilà, qui subit une inflation, assez importante, et une fluctuation assez importante depuis plusieurs années. Attention quand même au marché, noir. On peut échanger effectivement du peso, un peu partout en Argentine, plus ou moins légalement ou illégalement et effectivement le taux de change est, plus avantageux si on le fait un petit peu, hors des bureaux de change. Attention quand même à pas se faire avoir, attention à pas se faire prendre. Donc voilà, je conseille pas forcément, mais c'est vrai que c'est plus avantageux d'un point de vue monétaire. Et le voltage, c'est 220 volts. Par contre, on recommande toujours un adaptateur international. Donc je rentre dans le vif du sujet. J'espère que les images que vous allez voir vont vous faire un peu voyager. Vous verrez que c'est, splendide. Donc nous, l'Argentine, on l'a, découpée en 8 zones sur notre catalogue, donc sur notre plateforme. Donc vous avez, la région de Buenos Aires et ses alentours, notamment la région du Tigré, la région des chutes d'Iguassou, et des missions jésuites, la péninsule de Valdés, la Terre de Feu, la Patagonie et la région des lacs. Ces 4 sous-zones, en fait, c'est la Patagonie au sens large. Donc péninsule de Valdés, ce sera la Patagonie côtière. La Terre de Feu, c'est la région d'Ushuaia, donc le bout du bout. La Patagonie, ce sera plutôt Patagonie sud, la Patagonie, des glaciers. Et la région des lacs, c'est la Patagonie des lacs, Patagonie plus au nord, la région de Bariloche. Ensuite, vous avez le nord-ouest argentin et vraiment pour une découverte plus, hors des sentiers battus ou du moins pour des repeaters peut-être, le Cuyo. Alors Buenos Aires, donc voici, je vous ai mis une petite carte, rapidement. Donc Buenos Aires, c'est la capitale du pays, la porte d'entrée, hein, pour découvrir, cette belle destination. On entend souvent parler de plusieurs quartiers où se loger et cetera. Effectivement, il y a énormément de quartiers à Buenos Aires. Ceux que vous voyez en couleur, c'est quand même ceux qui sont les plus connus. Donc vous avez bien évidemment San Telmo qui est ici, oui, qui n'est pas en couleur, où généralement les 3/4 des gens, se logent, hein. Ils vont se loger entre San Telmo, Montserrat, Saint-Nicolas et cetera ici. Où vous avez notamment le marché de San Telmo, un petit quartier un petit peu bohème qui est très agréable. La Boca, c'est vraiment, l'image carte postale avec le Caminito, de Buenos Aires, où vous allez voir un petit peu tout le folklore. Puerto Madero, qui est une zone portuaire qui a été réhabilitée, où vous avez de très beaux hôtels maintenant. Et le quartier de Palermo ici, où on se loge également beaucoup. Donc c'est vraiment ces 2 régions-là. Palermo qui va être un petit peu plus dynamique, un peu plus à la mode, un peu plus beau. Vous avez plusieurs Palermo, hein, dans le Palermo. Hem Voilà, quartier un petit peu plus riche. Moi, j'aime bien l'idée de si on fait 2 séjours à Buenos Aires, un à l'arrivée et un avant de repartir en France, de dormir la première fois sur San Telmo, enfin plutôt dans le quartier central et la deuxième fois sur Palermo. Comme ça fait un petit peu, 2 salles, 2 ambiances. On découvre 2 quartiers, 2 façons, de vivre, 2 atmosphères. Après si les gens y restent qu'une seule fois et ne reviennent pas sur, Buenos Aires avant de repartir en France. Tout va dépendre un petit peu des visites. C'est vrai que quand on loge dans le centre, on est un petit peu plus, central, c'est le cas de le dire, pour découvrir les principales attractions, de la destination.
Donc Buenos Aires, c'est un petit bout d'Europe. On peut y rester une journée, comme on peut y rester 5 jours, comme on peut y rester une semaine. Ça va dépendre un petit peu, des envies de chacun. C'est la capitale du pays, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une ville cosmopolite et la plus européenne d'Amérique du Sud. C'est notamment connu donc pour, ses maisons colorées, l'image carte postale, qu'on voit souvent, La Boca, qui est un des quartiers, les plus pittoresques de la ville avec la rue, Caminito. Vous allez voir beaucoup d'artisans des artistes de rue, des spectacles de tango, des boutiques d'artisanat et cetera. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt, San Telmo qui est un quartier, historique plus central avec beaucoup d'antiquaires et effectivement et du tango en plein air. C'est très connu pour son marché de San Telmo, heu, qui est, chaque dimanche. Palermo, quartier plus branché pour ses restaurants, ses bars, ses boutiques de créateurs et une vie nocturne. C'est vrai que peut-être pour des personnes qui veulent sortir, c'est très intéressant. La Plaza de Mayo, qui est la place emblématique, celle que vous voyez, tout en bas là sur, l'image, le centre politique et historique de Buenos Aires. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Buenos Aires, notamment les mamans des disparus de Buenos Aires, sur la place principale. Ensuite, vous avez bien évidemment le quartier chic de la Recoleta, qui est connu pour son cimetière, et le quartier financier et portuaire de Puerto Madero. Donc il y a beaucoup de choses à faire, on pourrait en parler, on pourrait faire une formation sur Buenos Aires, mais ça vous donne un petit peu une idée. On a beaucoup d'activités différentes sur, la plateforme. Là, je vous en ai mis quelques-unes qui sont un petit peu différentes et qui sont nouvelles, en fait, au catalogue. Aurélie, Oui? avant de parler des activités, on a une petite question. Entre Palermo et Santo, quelle est la distance entre ces quartiers? Est-ce que tu as une idée à pied? À pied, c'est très loin. À pied, c'est très loin, je dirais qu'en bus ou en transport en commun ou en voiture, on peut mettre une demi-heure, facilement entre les 2. Il y a quand même beaucoup de trafic sur Buenos Aires, donc c'est quand même pas, à côté. Oui, Après l'aéroport, parce que vous avez 2 aéroports à Buenos Aires, l'aéroport domestique est plutôt, proche de Palermo, que de San Telmo. Donc ça dépend, je dirais ouais entre 20 minutes et une demi-heure en fonction de de ouais, l'agitation de la ville. très bien. Et Pour c'est information, plutôt une vous êtes question d'atmosphère, à mon sens, le choix du logement. Parce que vous avez de très beaux, hébergements des 2 côtés, sur San Telmo ou sur Palermo. yes. Vous avez toujours de toute OK? façon, l'avantage d'aller sur Google Maps pour regarder un peu en tapant en tapant le nom des quartiers. En général, Google Maps vous permet de trouver Oui, ce genre d'options aussi, c'est vrai. pour vous rendre compte un petit peu de, de la surface que peut faire aussi un quartier et donc n'hésitez pas, Google Maps pour ça est très bien fait, pour les Ouais. quartiers. Voilà. Attention quand même parce que Google Maps ne prend pas toujours en considération les bouchons et les Ah bah oui, grandes villes comme, Buenos Aires, ça bouchonne. ouais, comme Mexico City. Voilà, exactement. Merci. Je t'en prie. Alors donc au niveau des activités, des choses un petit peu différenciantes, donc on a, la visite gastronomique de Buenos Aires, voilà, où vous allez découvrir des mets, traditionnels et locaux, une cour de cuisine. On vous propose aussi un barbecue argentin à 8 plats dans un restaurant. C'est marqué collectif, mais en fait vous mangez pas avec, les autres personnes, c'est juste que c'est collectif dans le sens où vous êtes pas privatif dans un restaurant. Vous n'êtes pas seul dans le restaurant. Ça, c'est une très belle expérience, culinaire, la découverte du street art. Il y a une grosse scène de street art, à Buenos Aires, donc notamment dans un des quartiers de Palermo, à La Boca, donc ça, c'est très, très chouette à faire. La découverte de la ville à vélo, ce qui peut être assez sympa justement vu que c'est quand même une grande ville pour découvrir les quartiers et une soirée dansante dans une milonga qui est un endroit où on danse le tango. J'enchaîne, parce qu'on a beaucoup de destinations. Les chutes d'Iguassou. Pareil ici, petite carte, donc les chutes, c'est, une destination, nature, bon là je pense que vous connaissez tous, qui est frontalière entre, l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Le parc est partagé, hein, entre le Brésil et l'Argentine. Hem, à mon sens, c'est bien de découvrir les 2
côté du parc, parce qu'on n'a pas le même panorama. Du côté argentin, on va avoir une vision plus en hauteur sur les chutes, notamment avec la Garganta del Diablo, donc on va être au-dessus, des chutes. Alors que du côté brésilien, on va avoir une vue plus panoramique, d'ensemble. Donc c'est quand même assez intéressant de voir les 2. J'ai tendance à dire, enfin moi de ma préférence, je pense que c'est mieux de commencer par le côté brésilien et ensuite du côté argentin. Le parc du côté brésilien est plus petit, que celui, du côté argentin, mais bon, en fonction de enfin là, si on commence par l'Argentine, c'est pas grave non plus. Une petite chose que moi je trouve sympa à faire aussi, c'est un petit tips, que je vous donne. Si par exemple vous avez un voyage qui se termine par les chutes d'Iguassou, au lieu de revenir sur Buenos Aires pour passer la dernière nuit et ensuite prendre un vol international, parce que je le dis, mais je ne recommande absolument pas de prendre un vol domestique et un vol international le même jour en Argentine. Il faut savoir que, la compagnie Aerolíneas peut changer très, très souvent ses horaires ou annuler ses vols. Je confirme. Voilà, donc je vous recommande pas de faire un vol, admettons, Iguassou-Buenos Aires, Buenos Aires-Paris dans la foulée, parce qu'il y a quand même une chance sur 2, j'exagère, mais il y a quand même une chance d'avoir des soucis. Donc c'est bien quand même de dormir une nuit ou 2 du coup, sur Buenos Aires avant de partir. Mais si on termine sur Iguassou, moi ma proposition, ça serait de, dormir en fait du côté enfin de dormir en Argentine à Puerto Iguaçu. Le lendemain, vous faites votre visite du côté brésilien et ensuite vous prenez un vol de l'aéroport brésilien pour, Rio de Janeiro, par exemple, et faire 2-3 jours sur Rio. C'est une option également et c'est assez sympa. Donc les chutes d'Iguassou, 1 ou 2 jours, ça va dépendre un petit peu du temps que vous avez. Je vais pas m'étendre sur la destination. Voilà, c'est une ville qui est située dans la province de Misiones. C'est célèbre pour ses chutes et qui c'est une ville frontalière. C'est une des merveilles naturelles, les plus spectaculaires au monde. C'est vrai, c'est magnifique. C'est une centaine de cascades dans une jungle luxuriante, donc vraiment, à découvrir. Côté argentin, vous avez pas mal de sentiers qui sont bien entretenus, des passerelles. C'est accessible aux personnes, en fauteuil roulant, que ce soit du côté argentin ou côté brésilien. Donc ça, c'est un très bon point et en Argentine, bien évidemment, on a la Garganta del Diablo qui est la photo du bas, une impressionnante cascade qu'on peut voir en fait, en hauteur et on voit l'eau se jeter, dans le vide, c'est le cas de le dire. C'est assez spectaculaire. En termes d'activités, on va avoir donc les chutes du côté argentin en visite libre, les chutes du côté brésilien en privatif ou en collectif. Grande Aventura qui va être plutôt, ces activités en bateau, pour aller au plus près des chutes. Donc ça s'appelle Grande Aventura en Argentine. Si vous le faites du côté brésilien, ça s'appelle le Macuco Safari. Un survol en hélicoptère. Depuis Puerto Iguaçu pour des gens qui veulent rester un petit peu plus longtemps ou qui ont une appétence pour, le côté culturel, on peut aller au cœur des missions jésuites, donc partir à la journée, découvrir un petit peu, l'ancienne mission jésuite et nous avons aussi un dîner spectacle de tango à, Iguaçu, si ça intéresse, si on n'a pas le temps de le faire à Buenos Aires, par exemple. Je descends dans le sud, complètement dans le sud et nous allons à la péninsule de Valdés. Donc la péninsule de Valdés, on est sur la Patagonie côtière. Donc je vous ai mis une petite carte ici. Donc le point d'entrée, c'est Trelew, l'aéroport, hein, de la région, Trelew. C'est pas une ville très, très belle, mais c'est l'entrée. Où est-ce qu'on séjourne dans la péninsule de Valdés? Majoritairement, on va séjourner sur Puerto Madryn ou alors sur Puerto Piramides. Vous pouvez, tout le long de cette côte jusqu'à Punta Delgada, vous avez des hôtels, mais généralement on reste sur Puerto Madryn parce qu'on est assez central. C'est une région qu'on découvre notamment pour sa faune, donc on y reste entre 2 et 4 jours. Vous pouvez le faire avec en transfert ou alors en location de véhicule, ça se fait très bien et ça laisse pas mal de liberté. Donc Puerto Madryn et Puerto Piramides sont des villes côtières dans la province du Chubut, donc entre 50 minutes et 1h40, voire 2 heures si on descend sur, Punta Delgada de Trelew. Hem, L'attraction principale, donc la faune marine et la nature. Heu,
C'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa biodiversité qui est assez incroyable. Donc on peut voir des baleines franches, des lions de mer, des éléphants de mer, des pingouins de Magellan, des nombreuses espèces d'oiseaux. Hem, voilà, c'est en saison, on peut même voir des orques, des dauphins. C'est vraiment un endroit assez spectaculaire pour l'observation de la faune. Donc une destination entre guillemets «safari marin». Puerto Madryn, c'est un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines franches australes. Et je vous l'ai mis ici en gras, la saison d'observation, c'est, entre mai et décembre, heu, donc pendant la saison Patagonie, que je vous rappelle est d'octobre à mi-avril. Heu, donc enfin c'est voilà, c'est octobre, décembre, janvier, février, voilà, vous avez quand même un petit peu de temps pour voir les baleines. Et sinon, les eaux de Puerto Piramides sont excellentes pour profiter de la plongée sous-marine. C'est vrai que c'est pas une destination où on pense, mais on peut aller voir les récifs coralliens et la vie marine, depuis Puerto Piramides. En termes d'activités, je vous en ai mis quelques-unes, bien évidemment, l'observation des baleines, l'observation des manchots, l'observation des otaries à Punta Lomba et on peut aussi faire une excursion en kayak, pour observer les otaries de plus près. Donc voilà, pour les amateurs de faune, marine, c'est l'endroit idéal. On descend encore plus bas et là, on va aller à la terre de feu. Donc la terre de feu, c'est le bout du bout du bout du bout. Donc la terre de feu, c'est une expression en fait qui englobe, l'Argentine et le Chili et finalement la terre de feu en Argentine est plus petite que la terre de feu, chilienne, comme vous pouvez le voir ici. Donc la ville principale, c'est bien évidemment Ushuaia, hein, une ville qui a toujours fait rêver, de par son nom. Donc qui est ici, avec le parc national, bien évidemment, de la Terre de Feu, heu et on y va notamment pour, découvrir le parc national, le canal de Beagle et puis pour, les personnes qui partent en excursion vers le Cap Horn, vers les glaciers et vraiment, côté un petit peu plus, heu, glaciaire, j'ai envie de dire. Donc Ushuaïa, c'est controversé. Certaines personnes vous diront que ça vaut le coup, d'autres vous diront que ça ne vaut pas le coup. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment cette sensation d'être au bout du monde. Heu, c'est assez impressionnant, cette atmosphère qui règne. Donc y passer 2 ou 3 jours, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est la ville la plus méridionale du monde. C'est une destination qui est assez prisée en Argentine, avec vraiment des paysages assez, spectaculaires, des activités assez intéressantes à faire. C'est aussi une destination de ski, pour ceux qui le souhaitent. Par contre, il peut faire vraiment, vraiment très, très froid. Les conditions, météorologiques sont assez rudes en période d'hiver. L'un des intérêts principaux, bien évidemment, c'est de faire une excursion en bateau sur le canal de Beagle, où vous allez découvrir un petit peu les paysages côtiers et aussi les animaux marins, donc beaucoup de lions de mer, beaucoup d'oiseaux, de pingouins, manchots si vous avez de la chance. Le parc national, bien évidemment, de la Terre de Feu pour faire de la randonnée, profiter un petit peu des paysages. Il est très, très chouette à faire. On peut passer la journée, c'est très sympa. Il y a le train aussi du bout du monde, qu'on peut emprunter, et heu, qui vous emmène jusqu'au parc national, et c'est un chemin de fer historique. Donc voilà, c'est une petite attraction pittoresque. Et voilà, on découvre pas mal d'animaux. Donc vous avez quelques petites photos, la ville d'Ushuaïa en haut, le canal du Beagle en bas et sur la droite, vous avez le parc national. Petite Oui, question oui, Aurélie, est-ce que les trains sont disponibles sur la plateforme Worldia? oui, alors ça sera pas en train, ça sera en activité. OK, on est d'accord que c'est dans les activités. OK. Oui, tout à fait. Bon, Voilà. super. Merci beaucoup. Je vous ai mis ici quelques activités. Donc vous avez la croisière Australis, parce que c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez la croisière Australis, c'est une croisière de, 5 jours, 4 nuits, généralement qui part d'Ushuaia en Argentine et qui arrive à Punta Arenas au Chili. C'est une croisière, très haut de gamme, qui passe notamment, par le canal de Beagle avec si le climat le permet, un arrêt au Cap Horn. Donc voilà, c'est en plateforme. On peut le faire donc de l'Argentine vers le Chili, mais également du Chili vers l'Argentine. C'est des dates fixes, donc c'est un produit qui sera en demande, parce qu'il faudra vérifier la disponibilité.
Voilà, c'est un voyage d'exception. Donc si vous avez des clients qui sont intéressés par un voyage, haut de gamme, d'exception, vraiment en terre de feu, découvrir les glaciers, cette région, assez unique, enfin c'est vraiment, l'expérience d'une vie. Nous proposons, la croisière Australie. Sinon vous avez à la journée la croisière sur le canal de Beagle, la découverte du parc national de la Terre de Feu en collectif ou en privatif avec un rythme francophone dans ce cas-là. Une activité trekking et canoë en terre de feu, donc quelque chose d'un petit peu différent. Le survol de la ville en hélicoptère et ensuite, une activité pour rencontrer, enfin partir à la rencontre des pingouins et de la faune locale. À côté de ça, vous avez d'autres activités, hein, visite de la ville, le train, des visites un petit peu plus classiques qui sont également en plateforme. On remonte un tout petit peu, mais on reste au sud, ce que nous on appelle la Patagonie parce que c'est l'image un peu plus, l'image qu'on a de la Patagonie, notamment sur la photo, vous avez ici le Fitzroy. Mais c'est du coup la Patagonie, des Andes, enfin la Patagonie montagne. Donc je vous ai mis ici une carte, pour vous montrer un petit peu la Patagonie. Donc la Patagonie, c'est toute cette région-là. Patagonie, c'est une région qui se partage avec le Chili, hein, qui est en vert. Nous, on va parler maintenant de la région d'El Calafate et El Chaltén, donc Ushuaia qui est tout en bas, comme je vous le montrais tout à l'heure, la péninsule de Valdés qui est plutôt, à l'est du pays et la région des lacs dont on va parler un petit peu plus tard. Donc là, si on découvre la Patagonie, plus emblématique, on prend un vol pour El Calafate, la petite ville en rouge, qui est ici et on va ensuite pouvoir découvrir, la région des glaciers et des navigations dans les fjords avec, heu, le Perito Moreno notamment. Donc El Calafate, c'est un endroit, spectaculaire. C'est une des principales bases pour explorer la région, notamment donc le glacier Perito Moreno et le parc national, des glaciers. Le glacier Perito Moreno, c'est, probablement un des plus célèbres, au monde. C'est, une image qu'on voit souvent. C'est un endroit assez incontournable, c'est magnifique. On peut le découvrir de différentes façons. Vous pouvez y aller par vous-même en location de véhicule. Vous pouvez prendre un tour organisé. Dans ce cas-là, vous allez arriver au parc national de Los Glaciares et vous allez pouvoir, vous approcher du glacier, à travers des passerelles, un petit parcours de passerelles qui est mis à disposition. Une autre option, c'est de faire une navigation, au Perito Moreno, donc pour se rapprocher davantage, du glacier. Attention là, si on prend en plateforme ou de manière générale que la navigation, le transport n'est pas inclus. Donc il faut y aller, par vous-même avec une voiture. Donc si vous prenez un taxi, les clients prennent un taxi, ça va coûter très cher de une, et le chauffeur ne va pas les attendre ou alors il va falloir le payer pour qu'il vous attende. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc si on prend que la navigation, je recommande soit d'être en location de véhicule, comme ça les clients, prennent leur temps. Soit dans ce cas-là, de le coupler avec la visite du parc national, et comme ça, il y a pas de souci. Une autre façon de découvrir le glacier Perito Moreno, c'est en faisant un mini trekking sur une partie du glacier. Donc ça, c'est un peu plus sportif, mais ça se fait très bien. On peut également faire du kayak. Donc il y a pas mal de choses, pas mal d'alternatives si on veut pas faire une visite forcément classique. Le parc national Los Glaciares, il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il abrite donc le glacier Perito Moreno, mais pas que. Vous avez, l'Uppsala, différents, glaciers, différentes navigations qu'on peut faire, que vous trouverez en plateforme aussi pour découvrir un peu la région. Heu, donc voilà, c'est vraiment un endroit, propice à la randonnée, au trekking, à l'escalade, avec des paysages qui sont assez époustouflants. El Calafate, c'est aussi une terre d'estancia, donc il y a beaucoup de possibilités de faire des balades à cheval dans des estancias, traditionnelles, de manger un asado traditionnel. Vous verrez, on a beaucoup de nouvelles activités, qui vont dans ce sens sur cette région-là. Moi, à El Calafate, je pense que la balade à cheval la balade à cheval, oui, que j'ai faite, dans la région, toute seule dans cette plaine, avec ces animaux sauvages, je pense que ça a été un des plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir, de mon voyage en Argentine, même si, le Perito Moreno est spectaculaire. C'est pas forcément le plus beau souvenir que j'ai eu, c'était vraiment cette balade à cheval dans cette immensité. Donc voilà, je vous invite à le recommander si vous avez des clients qui sont intéressés par, ce type d'aventure.
Et El Calafate, c'est également, un point de départ ou une possibilité. En fait, vous pouvez traverser la frontière pour aller au parc national Torres del Paine au Chili. Donc on peut le faire à la journée, mais c'est quand même assez intense. Mais ça peut être aussi une possibilité pour ensuite faire par exemple, un voyage pur Patagonie, Argentine, Chili, de commencer par l'Argentine et de ensuite bifurquer sur le Chili. Hem, c'est un parc qui est magnifique. C'est facilement accessible, effectivement. C'est un petit peu loin quand même sur la journée, mais ça offre des belles randonnées, des beaux lacs. C'est un des plus beaux parcs, hein, patagoniens, donc à garder en tête. Au niveau des activités, je vous en ai mis quelques-unes ici, un petit peu plus insolites, donc le kayak, le mini trekking au Perito Moreno, une balade à cheval à l'Estancia Cristina, qui est une estancia assez connue, mais il y en a d'autres, et une journée au cœur d'une, estancia privée. Et là, pour le coup, on va être dans une estancia plus intimiste. Il y a pas forcément la balade de cheval incluse, on peut la rajouter, mais là, ça va être plutôt la vie dans une estancia, quelque chose de vraiment traditionnel, donc je vous le recommande vivement. Est-ce Oui. qu'une estancia, c'est, comme un ranch? J'imagine? C'est un Dans peu les l'idée, oui, c'est un peu ça, une estancia, ça va être, entre un ranch et une ferme, des gens qui, heu, si tu veux, vont faire de l'élevage de lamas, d'alpagas, de moutons, qui vont vivre un petit peu de la terre et cetera. mmh mh. Heu, voilà, quelque Production chose de laitière, plus j'imagine agricole. aussi. Ouais, plus agricole. Voilà, OK, super. t'en prie. Et ensuite, on continue sur El Chaltén. Donc El Chaltén, c'est, la capitale de la randonnée, la capitale, argentine du trekking. C'est vraiment connu pour ça. C'est un endroit magnifique comme vous pouvez le voir sur les photos. C'est environ à 3 heures de route, 2 heures et demie, 3 heures de route de El Calafate. Vous pouvez y aller en bus. Vous pouvez y aller avec un chauffeur, privé, en transfert ou en location de véhicule. Ça se fait très bien. La route est très belle et il y a pas de problème de route. Ça permet un peu plus de liberté. Bon, alors El Chaltén, c'est vraiment l'endroit pour les amateurs de randonnée. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est des montagnes, des glaciers, des paysages naturels qui sont époustouflants. C'est parfait pour les amoureux de la nature, de l'alpinisme. C'est vraiment très, très beau. Le point phare, de El Chaltén, c'est bien évidemment le Fitzroy, le Cerro Fitzroy, qui est une des montagnes les plus emblématiques de la Patagonie. Donc on peut faire une randonnée jusqu'à la base et on peut faire bien évidemment de l'alpinisme, mais ça, pour le coup, nous, on ne sera pas spécialistes de l'alpinisme, mais pour les randonnées, on le propose. Vous avez, plusieurs randonnées qui sont faisables, Laguna de los Tres, plusieurs randonnées de 2 heures, de tout niveau, des randonnées à la journée. On peut les faire avec guide, on peut les faire par soi-même, c'est très bien balisé, ça se fait très bien. Donc c'est une destination qu'on peut faire en toute liberté, avec une location de véhicule et un logement, ça se fait très, très bien. Je remonte sur la région des lacs, la Patagonie, des lacs. Donc là, on est beaucoup plus haut, on va être sur, Bariloche, frontalier toujours, hein, avec le Chili, avec la région des lacs chilienne. Ça, on en parlera lors d'une autre formation, sinon on a beaucoup de choses à dire. Donc le point d'entrée, c'est, San Carlos de Bariloche avec l'aéroport, hein, qui est ici. Et c'est connu donc pour sa région des lacs, comme vous pouvez le voir ici. Vous en avez plusieurs. Donc on va être sur un paysage patagonien qui est complètement différent de ce qu'on a, de l'image qu'on peut avoir, de la Patagonie. Donc on peut rester sur San Carlos de Bariloche plusieurs jours ou alors faire un road trip, et aller sur la route des 7 lacs, en passant par, Villa Langostura jusqu'à San Martín de los Andes. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi dans cette région. Beaucoup de gens disent que ça ressemble un peu à la Suisse, donc d'où son surnom, la Suisse andine. Moi j'ai été assez, surprise par la beauté de ces paysages-là. En basse saison, c'est vraiment spectaculaire parce qu'il y a personne et il fait beau et c'est magnifique, et c'est aussi un endroit qui est très connu pour le ski. Donc nous, on ne le propose pas forcément, mais si vous avez des demandes, on peut très bien, le faire. En hiver, c'est très connu pour le ski. Il y a beaucoup de Sud-Américains qui viennent skier, à Bariloche. Donc San Carlos, c'est niché, au cœur de la région des lacs. C'est entouré de montagnes et de lacs cristallins, vraiment couleur turquoise, des paysages, naturels spectaculaires. Très, très belle randonnée, à faire, et vraiment, c'est très, très chouette. Il y a des téléphériques pour avoir des points de vue, pour faire de l'escalade. Enfin, vraiment, c'est une destination nature. Vous avez, donc le Cerro Catedral qui est une montagne
est la destination principale un petit peu, des sports d'hiver en Argentine où on peut skier notamment. On peut faire du snow, du chien de traîneau et en été, plutôt des sentiers de randonnée et des vues panoramiques. Le circuit, Chico qui peut se faire à pied, en voiture ou en vélo, qui va, offrir des vues assez incroyables sur les lacs de la région de Bariloche. La route des 7 lacs dont je vous ai parlé, c'est une route pittoresque qui, serpente, à travers la région des lacs de Patagonie. Heu, donc on peut la faire à la journée depuis Bariloche en voiture, on va courir un petit peu, on va pas faire tous les lacs et sinon on peut louer une voiture et aller, sur plusieurs jours à Villa Langostura et San Martín de los Andes qui sont 2 charmantes petites bourgades, de la région des lacs, et qui offrent des points de vue assez spectaculaires et des visites nature. En termes d'activités, sur Bariloche, donc pareillement, on en a, plusieurs. Vous avez donc le circuit, Chico, l'île Victoria et la forêt, d'Arayanes. Là, ça va être un paysage un peu plus vert pour quelque chose de différent. On peut aller à San Martín de los Andes par la route à la journée, en collectif ou en privatif. Un déjeuner asado argentin avec des locaux dans une, je cherche le mot, dans une ferme locale, une navigation à Puerto Blest, une randonnée à cheval avec un local. Donc vraiment, il y a plusieurs activités qui sont possibles pour découvrir la région locale. J'accélère parce que je vois que l'heure tourne. Le nord-ouest argentin, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de subtilités, donc je vais aller vite. Le nord-ouest argentin, la porte d'entrée, c'est Salta. Salta, c'est la ville qu'on surnomme la Linda, parce que c'est une très jolie ville. Il y a énormément d'églises qui sont assez belles. Salta, c'est entouré de paysages. Là, on est vraiment dans le nord, donc on va être sur un paysage d'altiplano, plutôt ocre, plutôt rouge. Hem, des quebradas, des chaînes de montagnes plus colorées. Donc là, on se rapproche davantage, sur des paysages, andins, donc plutôt proches du nord chilien, de la Bolivie, du sud péruvien. Donc on est vraiment sur des paysages qui sont assez époustouflants. La ville de Salta, elle a un patrimoine historique qui est assez intéressant à voir. Beaucoup de bâtiments coloniaux, des musées, et des églises. Il y a un musée que je recommande qui se fait très bien et qui est assez rapide, c'est le musée d'archéologie de haute montagne, qui va, raconter un petit peu la culture inca et notamment l'histoire des momies, d'enfants, datant des Incas qui ont été retrouvées à 5 000 mètres d'altitude. Donc c'est assez intéressant à découvrir et c'est accessible à tous. Et puis vous avez un point de vue qui est accessible en téléphérique. Donc je vous ai mis rapidement ici quelques activités, donc on va parler un petit peu après, de la boucle nord et de la boucle sud, mais vous avez la visite guidée de Salta, un dîner spectacle à la Vieja Estación, avec de la musique folklorique, c'est assez sympa à faire. Une excursion aux Salinas Grandes, c'est le train des nuages en collectif, ça sera plutôt donc dans le nord de Salta. La vallée de Cachalqui, donc dans le sud, c'est la boucle sud en 2 jours en collectif ou en privé et la Quebrada d'Humahuaca en 2 jours en collectif ou en privé. Je vous explique un petit peu, nous avons 2 boucles à partir de Salta qu'on peut faire avec un chauffeur guide, qu'on peut faire, à la jo en avec le chauffeur guide comme vous l'avez vu depuis Salta ou alors en location de véhicule, ce que je recommande vivement pour les personnes qui sont, assez, débrouillards parce que ça permet de s'arrêter où on a envie. Le nord-ouest argentin, c'est vraiment une terre de paysages spectaculaires, avec des sites où on peut s'arrêter et profiter pleinement. Donc c'est vrai qu'avec une location de véhicule, ça se fait très bien. La boucle sud, donc c'est la vallée de Calchaquí, on part de Salta et c'est une boucle, on descend sur Cafayate, qui est ici et on remonte ensuite sur Cachi, donc on dort sur Cafayate une nuit ou 2 en fonction. Ensuite, on remonte sur Cachi où on dort et ensuite on retourne sur Salta. Ce qui est intéressant à faire, donc de Salta à Cafayate, vous avez ici sur la fin de la route, la, Quebrada de las Conchas, qui est une chaîne montagneuse avec plusieurs arrêts à faire, la Garganta del Diablo, l'amphithéâtre et cetera et cetera. C'est une région, viticole aussi, donc avec du vin, d'altitude, donc beaucoup de vignobles à découvrir.
Et ensuite, on part sur Cachi, avec, en cours de route, la Quebrada de las Flechas, qui est un peu plus là et on arrive sur la route 40, hein, la fameuse route 40. Et là, vous avez, plusieurs, autres petits villages à découvrir, dont Molinos, Seclantas, qui va être connu pour son artisanat. En cours de route, vous avez le parc national Los Cardones, qui est connu pour ses, cactus. On dort sur Cachi et on repart le lendemain sur Salta avec notamment, la Cuesta del Obispo qui a une route panoramique spectaculaire. Je vous ai fait ça en condensé, mais en gros, c'est une boucle, qui vaut le coup en termes de paysage. Rapidement, donc Cafayate, comme je vous l'ai dit, c'est une petite ville pittoresque, connue pour ses vignobles. Heu, voilà et le charme de la petite ville. La Quebrada de las Conchas, donc ça va être les paysages, les photos du dessus et surtout, voilà, les vignobles avec le Torrontés qui est un cépage blanc aromatique, donc vous pouvez découvrir pas mal de vignobles, de producteurs, faire des dégustations, donc c'est vraiment connu dans la région. Et Cachi, qui est encore un village encore plus petit, qui est très mignon. Moi, j'aime beaucoup. Il y a de très beaux hébergements avec un cadre assez, magnifique. Là, on va être sur une architecture coloniale plutôt blanche, avec, voilà des petites rues, pavées, des églises et cetera. La Quebrada de las Flechas qui va être la photo du dessus, le parc national de Los Cardones avec les cactus en dessous et la route 40, hein, que vous voyez ici avec ces paysages, montagneux qui est vraiment spectaculaire. La boucle nord maintenant, donc on repart ici sur Salta si vous me suivez sur la carte. Donc Cachi est par là, hein. Zut, on arrive. L'idée c'est de redormir sur Salta parce que ça fait trop de route sinon, pour ensuite aller, dans le nord. Souvent on entend parler de San Antonio de los Cobres avec le train, des nuages et cetera. Alors c'est vrai que c'est un endroit, touristique et connu et cetera, moi, je le recommande pas forcément pour l'avoir fait. La première partie de la route là, de Salta jusqu'à San Antonio de los Cobres, ça va. Par contre, on monte très haut en altitude, à savoir donc déjà, premier point, ça peut être difficile, pour les clients. San Antonio de los Cobres, honnêtement, le village, il y a rien. Honnêtement, il est mort. Enfin, il y a vraiment rien. On y va juste pour le train des nuages. Par contre, si on a fait, ce trajet, si vous voulez, on peut pas vraiment repartir, enfin, ça va faire beaucoup de route, ça n'a aucun intérêt, donc il faut dormir sur place. Il y a pas vraiment de choses à voir. Moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Mais c'est surtout que la deuxième partie de route le lendemain, de San Antonio pour aller jusqu'à Purmamarca, elle est très dure. Elle est très dure, ça bouge beaucoup, il faut une bonne voiture, il y a beaucoup de cailloux, honnêtement, c'est pas l'idéal. Moi, je le recommande pas, c'est beaucoup de temps de route, heu, pour une partie vraiment désertique où on voit pas grand-chose, heu, à part une fois qu'on arrive sur les Salinas Grandes et en plus on monte en altitude donc c'est pas forcément l'idéal. Moi, ma recommandation, c'est si vraiment les clients veulent aller à San Antonio ou le train de nuages, bah, c'est le faire à la journée depuis Salta. Voilà, ça fera une grosse journée, mais au moins on est avec un chauffeur et cetera. Mais si on est en location de véhicule, c'est plutôt d'aller directement sur Purmamarca ou sur Tilcara en fonction, heu, pour les clients. Je recommande plutôt Purmamarca parce que c'est plus petit, c'est plus joli. On est à la base, de la montagne des 7 couleurs et en plus on n'est pas très loin des Salinas Grandes, donc à la journée, donc on peut facilement rester 1 ou 2 nuits. Tilcara, on va être davantage près de Humahuaca, pour la montagne aux 14 couleurs. Mais vraiment, on parle de, 40 minutes de route, si tout va bien. Donc moi, ma recommandation, c'est pour Purmamarca. Si toutefois vous avez des clients qui veulent pousser encore plus haut, qui veulent aller sur Iruja, c'est possible. Dans ce cas-là, c'est mieux de dormir sur Tilcara. Et si vous avez des clients qui veulent pousser encore plus et qui veulent aller en Bolivie ensuite, dans ce cas-là, c'est mieux de dormir sur Tilcara. Donc du coup, ma boucle nord n'est plus vraiment une boucle, mais voilà, c'est ma recommandation personnelle pour l'avoir fait, après, en fonction de ce que les clients souhaitent. J'accélère, donc Purmamarca, c'est un petit village,
au pied de la montagne aux 7 couleurs, très connu pour son marché de rue, son artisanat. C'est très mignon, on y mange très bien, c'est très chouette, il y a des petites randonnées à faire, vraiment c'est très intéressant. Vous avez, les Salinas Grandes qui sont un désert de sel, donc c'est pas le désert d'Uyuni, de Bolivie, mais ça vaut vraiment le coup à voir, notamment si, justement des personnes n'ont jamais été, en Bolivie, n'ont pas vu le désert d'Uyuni, c'est assez spectaculaire. On peut faire pas mal de photos. Vous avez Humahuaca qui va être un village andin plus au nord qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans les montagnes andines, avec la montagne aux 14 couleurs. Et Tilcara, comme je vous le disais, qui est une autre petite ville andine, avec notamment la Pucara Tilcara, qui est une ancienne forteresse pré-inca à découvrir. Et je termine pour le coup très vite avec le Cuyo parce que c'est une région un peu moins connue. Là, on va être dans la région de Mendoza, donc sur la route des vins. Donc Mendoza, on peut y rester 2 jours, comme on peut y rester une semaine. Ça va dépendre encore un petit peu des intérêts de chacun. C'est notamment une région viticole et d'aventure. Donc on y va vraiment pour la dégustation de vins. Heu, voilà, plusieurs producteurs, plusieurs caves à découvrir et c'est aussi, une province qui est entourée par la cordillère des Andes. Donc on a la possibilité de faire pas mal de randonnées et de découvrir notamment le parc, de l'Aconcagua, qui est la plus haute montagne des Amériques. Donc il y a des ascensions qui sont possibles, des randonnées. Heu, voilà et on peut faire pas mal d'activités en plein air comme du rafting, du kayak et cetera. Généralement, Mendoza, c'est vraiment pour des clients qui sont très attirés par le côté, vin et pour des 2e séjours, parce qu'il y a tellement de choses à voir en Argentine et beaucoup de vols que c'est un peu compliqué. Je vous ai mis quand même ici parce qu'on a un panel d'activités qui est assez sympa, donc la découverte des vignobles à vélo, une excursion dans la cordillère des Andes, vol en parapente, balade à cheval au coucher du soleil, de la tyrolienne, du rafting, donc il y a vraiment de quoi faire pour tous les goûts. Et la 2e étape dont je voulais vous parler, c'est Villa Union. Là, on est vraiment sur quelque chose plus hors des sentiers battus, vraiment pour des repeaters, ou des gens qui ont vraiment envie de découvrir quelque chose de peu connu. C'est une petite région qui est située vraiment entre Mendoza et le nord-ouest, hein. C'est vraiment coincé, entre ces 2 régions-là. C'est dans la province de La Rioja, qui est aussi connue d'ailleurs pour ses vins, hein. Si vous êtes amateur, vous avez déjà dû en voir, dans les magasins. Et là, on va plutôt voir les parcs nationaux de Talampaya, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des formations géologiques assez uniques, des canyons, des peintures rupestres préhistoriques, beaucoup de fossiles, aussi, et avec le, parc provincial, d'Ichigualasto, j'espère que je ne prononce pas trop mal, qui est aussi connu sur le nom de Vallée de la Lune, avec, voilà, des formations rocheuses, lunaires, pas mal de fossiles préhistoriques, donc vraiment, des autres paysages qui sont tout aussi, beaux, méconnus, en Argentine. Et là, je vous ai mis également quelques activités, qui sont à faire. Donc on va être vraiment sur un paysage beaucoup plus andin, donc des randonnées dans le canyon, excursion à la vallée enchantée, la lagune, et les parcs de Talampaya et d'Ichigualasto. L'Argentine chez Warlia, du coup, c'est 2 logements, qui ont été sélectionnés en sélection, un panel de logements variés, des hôtels de 3 à 5 étoiles, des hôtels boutiques, large palette, d'activités, donc il y a 110 activités actuellement au catalogue. Il y a plusieurs qui ont été rajoutées récemment, des choses vraiment chouettes, avec des partenaires locaux, que moi je connais personnellement. Donc je garantis aussi, pas mal la qualité des activités. 11 itinéraires en plateforme pour vous inspirer, et voilà, vous avez des experts qui sont disponibles pour vous aider dans l'élaboration de ces voyages. Oui, tout à fait. Donc par rapport aux itinéraires, vous allez pouvoir, reprendre actuellement le PDF, la présentation d'Aurélie, donc dans les collections. Et chaque ville, si jamais vous n'avez pas forcément bien compris de quoi il s'agissait, vous pouvez reprendre ce PDF. Et dans l'Argentine, en fait, vous avez un encadré ville qui vous permet de taper donc le nom d'une ville, donc Villa Unión ou autre, et vous retrouverez un itinéraire qui concerne cette ville en particulier, si c'était ce qui vous a marqué pour pouvoir emmener vos clients vers là-bas.
Voilà et là, je vous ai mis, en avant 4 itinéraires qui sont des itinéraires un petit peu plus, classiques ou du moins, généralement ce qui est le plus demandé, et qui sont donc en avant sur notre plateforme. Vous avez l'Argentine de long en large, donc là, c'est pour un voyage, vraiment, nord-sud, enfin sud-nord plutôt, donc avec une arrivée sur Buenos Aires, on part sur Ushuaia, la région Patagonie avec El Calafate, et ensuite on part dans le nord, Salta, Cafayate, Chitilcara, donc boucle sud, boucle nord, en location de véhicule. Vous avez un itinéraire Patagonie Express avec Buenos Aires, El Calafate, El Chaltén, donc un voyage purement Patagonie. C'est la saison en ce moment, pour la vente, pour la Patagonie. Il va falloir que ça se remplit assez vite, mais c'est le voyage d'une vie vraiment. Le nord-ouest en liberté, donc là, on va être sur un itinéraire beaucoup plus nord-ouest, comme je viens de vous l'expliquer et puis un petit itinéraire Buenos Aires-Iguaçu, voilà pour, une petite entrée en Argentine, qui se fait très bien également. Et je vous finis juste, 2 minutes avec quelques petits trucs et astuces. Donc la monnaie, comme je vous le disais, c'est le peso argentin. Il est recommandé quand même de l'avoir de l'argent liquide, parce que les cartes crédit ne sont pas acceptées partout. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, faites attention quand même, au marché noir. Voilà. Les pourboires en Argentine, c'est courant, d'en laisser dans les restaurants, donc entre 10 et 15 du montant de la facture. C'est pas une obligation, mais c'est courant. Comme je disais un petit peu plus tôt, pour les clients qui souhaitent découvrir le pays du nord au sud, privilégiez plutôt les mois d'octobre, novembre et mars-avril pour pouvoir bénéficier d'un climat, agréable partout et les Argentins ne sont pas en vacances, donc il y a moins de monde et les tarifs sont moins élevés. Voilà, autre point, je vous le disais un petit peu plus tôt aussi, c'est un pays qui est agréable à découvrir en location de véhicules dans certaines régions, notamment la Patagonie et le Nord-Ouest. Je recommande quand même dans le nord, dans la mesure du possible, c'est sûr que ça peut augmenter un peu le budget, mais de prendre à minima un 4x2, parce que les routes, c'est des routes andines, des routes de montagne, donc c'est quand même bien d'être, confortable. Dans le sud du pays, les routes sont très, très bonnes, donc il y a aucun problème. On peut avoir une «berline», entre guillemets. Mais dans le nord, c'est quand même bien de faire attention à son véhicule. Pourquoi ne pas terminer par une escapade brésilienne? Ça, je voulais, aussi mentionner après les chutes d'Iguaçu, ça se fait très bien et les clients généralement sont très contents de finir par une petite touche au bord de la mer avec une caipirinha. Et attention aux vols domestiques, je le redis, qui peuvent être souvent en retard et donc mon petit conseil, c'est de ne pas prévoir énormément non plus d'étapes. Les distances sont longues, c'est un grand pays, c'est 5 fois la France, donc c'est peut-être, pourquoi pas 5 voyages non plus, sur place. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop, j'ai pas été trop vite, je vous ai pas trop perdu. Je laisse la parole à Christelle pour notre petit quiz. Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre juste une petite question. Donc, vous pouvez retrouver en fait la présentation. Le replay sera disponible là dans la semaine, plus le PDF, donc dans les collections sur Wordia Live, sur la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement. Vous avez le logo de Wordia sur le côté gauche. Vous cliquez dessus, vous avez les lives ou les collections, tout simplement. Vous pourrez le télécharger. Oui, sur ce site, Wordia Live. Voilà, il faut juste cliquer sur je vous dis, sur la petite maison en haut à gauche, soit sur le logo de Wordia Live, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là. Tout à fait. Donc là, je vous invite absolument à jouer avec votre téléphone portable. Donc, il faut scanner le QR code pour accéder au quiz. On rappelle qui a gagné un coffret de dégustation de produits argentins, sélectionné pour info par Sergio Ferrero, qui est argentin. Pour certains doivent le connaître, qui est notre account manager depuis pas mal d'années chez Wordia. Voilà, donc il vous fera une belle sélection gustative de son pays. Ok. Alors, hop. J'arrête le partage du coup, Christelle et je te laisse prendre la main? Écoute, au niveau du quiz, normalement, tu peux pas forcément. Toi, tu partages en général les questions? OK, alors je vais partager les questions. Ouais, je Hop, n'ai ne pas bougez pas, forcément. j'arrête celui-là et je partage l'autre. Tac, 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 Alors, je suis dessus. j'essaie de mettre le Alors, lien du quiz. Alors, je vais essayer de le partager.
Hop. Mmh. Comment je fais? Toc, 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 présente. Je vais vous partager dans 2 petites secondes. Alors, tac. Je vais chercher ça. Voilà. Mmh. Je vous mets ici. Hop. On va laisser juste le temps Oui, oui, d'accéder à bien ça. sûr. Désolée, j'essaie de retirer cette petite chose pour que les gens puissent accéder au quiz. Voilà. Si je ne me suis pas trompée, Aurélie, on essaie de caler les questions? Oui, pardon. Hop, ne regardez pas, ne trichez pas. Parce que je Toujours le même problème à chaque fois. Faut se oui, en planter. plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un quiz, alors je t'avoue, je ne sais plus trop où il faut que je clique, c'est pour ça. Oui, Je mais pense ouais. que ça doit être je vais Je m'en crois que le souvenir, il dernier me qu'on semble. avait on l'avait fait ensemble, sur l'Équateur. On avait lancé, Oui, c'est vrai, tout à fait, exact. c'est ça, quand on a lancé le pays, en dispo Oui, sur la c'est ça. ça a vraiment aidé. Ça, je pense qu'on a déjà pas mal de monde. Est-ce que tu vois le nombre de participants? On a Oui, 17. j'en ai 17? Ouais, ça arrive, ça 18. J'attends arrive. encore, quelques petites On va laisser minutes. faire quelques minutes à tout le monde. Vous êtes, presque 50 personnes, ce matin à nous suivre, donc on va essayer de donner la chance à tout le monde de se connecter. Oui, c'est très rapide, hein, vraiment, c'est 3 questions et après Oui, on vous libère. OK. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. C'est un gros pays, donc c'est vrai que, c'est beaucoup d'informations. Au final, on pourrait faire une formation sur la Patagonie, une C'est formation vrai. sur le Nord-Ouest. Ouais, là, c'est un peu, une introduction, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout par la suite, de les transmettre, à Christelle ou de nous envoyer un mail, m'envoyer un mail et j'y répondrai volontiers. Ouais, On y va? on a fait partir déjà pas mal de monde l'année dernière, donc sur l'Argentine. Oui et là, ça commence à bien reprendre. Je vois pas mal de petits voyages sur, la Patagonie notamment parce que c'est la Ouais, saison. ouais. Donc, enfin, c'est la saison de vente. De On vente va en y fait. aller? Ouais, et Oui, ben, parce que, c'est bah, tu sais, ça va arriver vite. Alors, c'est parti. Waiting for the players. Tac, tac, tac. On start the quiz. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? ouais, ouais, ouais. J'ai dit Stay auto, OK. il me Quelle semble, est la ouais. meilleure période pour se rendre en Patagonie? Alors, je l'ai dit plusieurs fois, donc de mi-mars à mi-octobre, de mi-octobre à mi-mars ou de mi-janvier, il y a une petite petite erreur, à mi-novembre. J'en vivais, tout va bien. Janvier. Et la bonne réponse est de mi-octobre à mi-mars. Tout à fait. Mi-mars à mi-octobre, c'est, la période du nord-ouest argentin. Donc c'était un petit peu tricky comme question, mais voilà, la saison commence là, bientôt dans là, en fait, elle commence Quelques là. semaines, Donc tout à fait. voilà, c'est la saison là pour partir. Super pour Chana, Lilou et Laetitia. Deuxième question, quelle région n'est pas viticole? La région du Cuyo, la région des lacs ou la région du nord-ouest argentin? Quelle région n'est pas viticole? Ah, pas Ouais. mal de bonnes réponses quand même. Ouais, c'est la région des lacs. Donc la région du Cuyo, c'est la région de Mendoza, donc la région la plus viticole et la région du nord-ouest argentin, je vous en parlais un petit peu, il y a la ville de, Cafayate notamment, qui est connue pour son Torrontés, qui est un vin d'altitude, donc c'est aussi, assez connu. Ouh là là, grand changement, D'accord. grand changement dans les points et donc la dernière question, tac, tac, tac. Laquelle de ces villes est inscrite au patrimoine de l'UNESCO? C'est un petit peu la question piège. Tilcara, Humahuaca ou Salta? En plus, je suis passée assez vite. Attention, c'est pas forcément la réponse la plus, c'est pas celle à laquelle on pense. Voilà.
J'aurais dû le dire avant. Donc c'est Humahuaca effectivement qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Salta ne l'est pas, même si c'est une très belle ville. Hem, donc voilà, c'était un petit quiz, pas forcément très facile, mais du coup, attention, eh beh, Lilou est revenu sur le devant de la scène, donc bravo à toi, Bravo Lilou. avec 123 points et beh, c'est super et hop, je vais arrêter le partage. Touk touk. Bravo à tout le monde, en tout cas merci d'avoir participé et n'hésitez pas surtout, voilà, si vous avez, des questions, par la suite. Et du coup, Merci à Lilou, tous. il faut que tu donnes tes coordonnées à Christelle, c'est Yes, ça? je vais oui, tout à fait, je vais envoyer un petit message à Lilou, à co via la plateforme Mondia Live rapidement là aujourd'hui. Voilà, merci à tous, en espérant que ça vous a donné envie en tout cas de vendre cette destination éventuellement si les clients, viennent vers vous par rapport à ça, que vous aurez, moins d'appréhension pour vendre la desti. Toujours, comme disait Aurélie, il y a toujours les conseillères destination qui sont disponibles par téléphone, voilà, spécialisées Amérique latine. Amérique du Sud. Donc, n'hésitez pas, elles répondront à vos questions. Oui. On a les réponses assez rapidement, ne serait-ce qu'avec le réceptif, on peut avoir une réponse sous 48 heures facilement. Oui et Voilà, puis vraiment les itinéraires qui sont sur la plateforme sont, vraiment, vous pouvez les vendre, en l'état, les yeux fermés, sans souci, en termes d'itinéraire donc ça peut aussi rassurer quand on ne connaît pas la destination. super. Voilà, mais en tout Bon, cas, je vous remercie à tous, et je vous souhaite une, très belle journée, une très belle semaine et puis à bientôt pour une autre, étape, Amérique latine, peut-être. tout à fait. Merci à vous, merci Aurélie. Merci, Très belle au semaine à tous. revoir, à Au bientôt. revoir. Bye bye.